il est profondément attaché. Monsieur Philippe Fontaine est né en Normandie. Il a vécu, je crois, presque toute sa vie en Normandie, où il a fait ses propres études avant d'embrasser la carrière qui a fait de lui un maître de conférence très apprécié à l'université de Rouen. Il est à la fois agrégé de philosophie, docteur ès-lettres, et il nous fait ce soir le grand honneur et l'amitié d'être avec nous. Alors, je voudrais remercier celui grâce à qui nous avons ce soir Philippe Fontaine, notre ami Serge Chapon, que je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter, mais qui, lui, n'est pas là, et bien malgré lui, parce qu'il est retenu par une mauvaise grippe. Mais il nous a envoyé, avec toutes les mesures prophylactiques nécessaires, sa meilleure ambassadrice, en la personne de son épouse, Roselyne Chapon, que je salue, que je remercie d'être là et d'avoir accompagné notre conférencier pour que nous fassions tout à l'heure connaissance et que nous ayons le temps d'échanger. Alors, je crois que le thème qui nous est proposé ce soir, et votre présence nombreuse montre que vous l'avez senti et compris, est au cœur de ce qui fait la raison d'être de notre université citoyenne. Nous vivons dans un monde où, à bien des signes, l'engagement, qui est le moteur de toutes nos sociétés, et peut-être même le moteur de notre civilisation, tente aujourd'hui à donner des signes de fléchissement. Je ne parle pas seulement, ni d'ailleurs surtout, de l'abstention croissante dans les consultations électorales, qui n'est qu'un symptôme parmi beaucoup d'autres. Pour revenir sur des sujets, au fond, plus importants, parce que plus constants, et qui en disent aussi beaucoup de l'état d'esprit, la difficulté croissante des associations, nous sommes dans une ville où il y en a beaucoup, à trouver des responsables qui acceptent de s'engager et de prendre la suite de celles et de ceux qui, pendant très longtemps, souvent, ont porté des responsabilités associatives. Et ce phénomène s'aggrave, s'accélère, s'amplifie. On voit, par exemple, et vous avez les exemples en tête, de belles associations qui soit sont menacées de disparaître, soit, dans le meilleur des cas, fusionnent, s'adossent à une association d'inspiration voisine et retrouvent à la faveur de cette rencontre un souffle nouveau. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui des questions qui se posent, qui transcendent les générations, parce que rien ne serait plus stupide que de faire là-dessus un manichéisme générationnel. Il y a des gens très jeunes qui sont très engagés. On en a un parmi nous ce soir, que je salue tout spécialement, qui a été dans notre conseil municipal des jeunes il n'y a encore pas si longtemps, et qui est un assidu de notre cycle de conférences à l'université citoyenne. Et donc, il ne s'agit pas du tout de considérer que c'est un phénomène générationnel. Je crois que c'est un phénomène beaucoup plus profond, beaucoup plus global. Et M. Philippe Fontaine, ce soir, va l'éclairer. Vous avez vu, avec le petit document qui vous a été distribué, que sa réflexion s'adosse à une bibliographie dite succincte, qui est déjà extraordinairement impressionnante, et pas seulement par la masse, mais par la variété d'inspiration des auteurs auxquels il se réfère et qui nourrissent sa pensée. Et donc, dans ce monde un peu désenchanté, ce désenchantement du monde dont parle Martial Gauchet, qui reprend, vous le disiez tout à l'heure, une expression, je crois, de Max Weber, je crois que c'est intéressant de partager la réflexion de M. Fontaine. Je salue, et je m'arrêterai là, la présence parmi nous du président de l'ADAMI, l'association des anciens maires et maires adjoints des Yvelines, au sein de laquelle un homme engagé, s'il en est, son président, mais justement Serge Chapon, travaille, y compris pour aller porter la bonne parole. Il y a aussi des enseignants ou des anciens enseignants dans les établissements scolaires pour essayer de faire en sorte que le levain qui est nécessaire continue d'avoir son principe actif. Cher Philippe Fontaine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous donne sans plus attendre la parole. Merci beaucoup pour ces propos aimables, monsieur le maire.
Oui, alors donc l'intitulé de ce que je vous propose ce soir, c'est bien le défi de l'engagement dans un monde désenchanté. Comme Monsieur le maire vient de le rappeler, je ne vais pas insister très, très longuement. Depuis les années 80 à peu près, on peut dire, il y a une profonde désillusion et une forte vague de distanciation des citoyens vis-à-vis de la politique. Et c'est un phénomène qui déferle sur la plupart des pays dits développés. La participation électorale est à la baisse, en effet, on en a parlé. Une proportion croissante de citoyens se désintéressent des programmes des partis et ne font plus véritablement confiance à des formations politiques, quelles qu'elles soient. On pourrait dire que la ferveur passionnelle qui animait le militantisme il y a de cela quelques décennies s'est en grande partie évaporée. L'idée du dévouement absolu à une cause, par exemple, l'esprit de discipline sans faille, la relégation de la vie personnelle au second plan, etc., tout ça, ce sont des idées, pour ne pas dire des valeurs, qui ont progressivement disparu. L'oubli de soi, toutes ces attitudes paraissent d'un autre âge, pourrait-on dire. Donc l'engagement politique était considéré, il y a de ça quelque temps, par ceux qu'on appelait des militants, comme la chose la plus importante de la vie. C'est quelque chose qui n'est plus le cas aujourd'hui, qui partage encore pareille foi. On pourrait dire que le politique, et non pas forcément la politique, je ferai une différence entre les deux, le politique a été délogé du centre identitaire des individus, du centre de leur affirmation identitaire, si vous voulez. On a ainsi assisté à l'effondrement d'une conception tout à fait classique qui était celle selon laquelle il faut s'engager pour l'intérêt général, pour le bien commun, pour ce qui concerne la vie de notre cité, parce que nous participons à un ensemble et que c'est cet ensemble qui donne sens effectivement à notre existence. Alors, je vais essayer de scruter un certain nombre d'éléments, d'explications possibles de ce phénomène, donc de désenchantement du monde d'abord, et puis la conséquence dont nous avons à parler ce soir, à savoir la baisse de cette idée d'un engagement. Sans doute a-t-il un premier élément, un premier facteur, à mon avis, c'est que, je reprends ici la formule d'un philosophe américain qui s'appelle Charles Taylor. Il dit ceci: à l'époque prémoderne, un sentiment selon lequel les êtres humains avaient l'impression d'appartenir à un ordre plus vaste, c'est-à-dire à un cosmos, à un monde qui avait un sens, qui avait une finalité, c'est quelque chose qui, d'après lui, a progressivement disparu. C'est-à-dire, nous vivons maintenant, dit-il, à une époque où un ordre cosmique de signification accessible à tous s'avère une impossibilité. Autrement dit, pour le dire plus simplement, nous avons affaire aujourd'hui à un monde qui nous apparaît comme de plus en plus difficile à comprendre, à saisir, dans sa complexité. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la complexité. Et il y a là quelque chose on pourrait presque dire de décourageant, qui fait qu'en effet, il y a une espèce de désinvestissement de la sphère politique pour beaucoup de gens, parce qu'ils ont le sentiment que les choses leur échappent, au sens très large du terme, et je vais essayer de préciser ce point tout à l'heure. Ce qui est perdu, par exemple, c'est le sentiment d'unité, d'harmonie du monde, sentiment d'une harmonie du monde qui résulterait justement du fait qu'il y aurait un partage par l'ensemble des membres de la société d'un système de valeurs communs. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'une société ne peut pas vivre si elle n'a pas ce sentiment, si les membres de cette société n'ont pas le sentiment de partager un socle commun de valeurs sur lesquelles, évidemment, ils s'entendent, quitte même à discuter. Bien sûr, on peut ensuite avoir un débat à l'intérieur de cette société, mais il faut au moins qu'il y ait un certain nombre de valeurs fondamentales qui constituent ce soubassement, ce socle, sans lequel, bien sûr, le vivre en société, le vivre ensemble, va devenir quelque chose d'extrêmement difficile. Et on peut considérer qu'il y a là déjà un premier facteur, si vous voulez, de dissolution, de désagrégation peut-être même, cet intérêt porté au commun, ce qu'on appelle le commun. Il y a donc une disparition du sentiment d'appartenance à un ordre global, stable, finalisé. Ça, c'est un point très important aussi. L'idée que nous allons quelque part et nous savons où nous allons et nous avons envie de savoir où nous allons à l'intérieur de cette société, dans le rapport que nous avons avec l'ensemble de nos concitoyens. Et je crois qu'il y a dans cette évolution négative l'indice d'un changement de climat, si on peut dire, qui porte à ignorer
l'importance du collectif, alors au profit peut-être de l'individuel, mais ça c'est un point sur lequel je vais revenir. Il se trouve aussi qu'à l'époque de la modernité, et de ce que certains philosophes appellent même la post-modernité, c'est-à-dire une époque extrêmement récente, qui remonte en gros aux années, on pourrait dire 80 par exemple, mais même un peu avant, il y avait quelque chose qui était important avant cette période, avant ce clivage. Il y avait quelque chose qui était très important et qui était ce qu'on a appelé, ce que le philosophe Jean-François Lyotard appelle les grands récits émancipateurs. Alors les grands récits émancipateurs, je vais aller assez vite, finalement c'était en effet des récits collectifs. Certains parleraient bien sûr d'idéologie globale, comme celle qui a commencé avec la philosophie des Lumières, c'est-à-dire la foi dans la rationalité, le sentiment que c'était bien la raison qui allait se développer de plus en plus. On trouve ça chez un philosophe comme Condorcet, par exemple, etc., les encyclopédistes, bien sûr. L'idée que la raison allait se développer de plus en plus au sein du genre humain et allait, par conséquent, être un facteur de progrès, que cette raison allait progresser de plus en plus, le développement des sciences, des techniques, etc. La foi au progrès, la foi dans le progrès, ce sont des choses qui ont joué un rôle extrêmement important jusqu'à une époque relativement récente. Et puis, le problème, c'est que c'était des récits émancipateurs, hein, c'est l'expression de Lyotard. Le problème, c'est que ces différents récits émancipateurs se sont tous plus ou moins effondrés les uns après les autres. On pourrait parler aussi, bien sûr, de l'idéal communiste aussi, qui a joué évidemment un rôle très important. L'idée qu'on pouvait rêver, n'est-ce pas, d'une société juste, d'une société égalitaire, d'une société où il y aurait une égale répartition des richesses, d'où l'exploitation de l'homme par l'homme aurait disparu, etc. Enfin, vous connaissez bien tous ces thèmes, je ne vais pas insister là-dessus. C'est quelque chose donc qui a porté un espoir pour une grande partie de l'humanité à un moment donné. Et puis, pour des raisons que vous connaissez bien sûr, la plupart du temps, ces grands récits, finalement, se sont traduits par une espèce de désillusion. L'avènement de ces grands récits coïncide avec la disparition du sentiment d'appartenance qui caractérisait les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire, ces grands récits avaient pris la place, justement, s'étaient substitués au sentiment d'appartenance qui caractérise les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que dans une société traditionnelle, vous savez exactement où est votre place. Vous savez qui vous êtes, vous savez où est votre place, vous savez ce que vous devez faire et comment vous pouvez vous identifier en quelque sorte et vous situer. Quel est votre rôle? Alors évidemment, on peut regretter ce principe un peu rigide des sociétés traditionnelles ou primitives, bien entendu. Et c'est justement pour échapper à ce système des sociétés traditionnelles qu'on a pensé à ces grands récits qui devaient nous permettre d'accéder à des sociétés beaucoup plus participatives. Mais il y a eu, à un moment donné, si vous voulez, une chute de ces grands récits. Et par conséquent, ce sentiment d'appartenance lui-même a été supprimé entre-temps. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que nous avons, plus exactement, c'est le fait qu'il y a un grand sentiment de désillusion. En effet, la disparition de la référence du sujet à une appartenance qui le définissait en tant que membre d'une société, le fait que le sujet était partie prenante d'un système de valeurs, d'un principe de hiérarchie sociale, il y avait une hiérarchie sociale dans les sociétés traditionnelles, tout ceci a disparu. Et cette disparition a créé un grand vide qu'on a tenté de remplacer, n'est-ce pas, par les grands récits que j'ai évoqués tout à l'heure. Par exemple, Castoriadis, le philosophe Cornelius Castoriadis, philosophe grec, appelle cela l'institution imaginaire de la société. Toute société a besoin de se donner un principe de vie, un principe d'existence, une sorte d'idéologie sans laquelle elle ne peut pas fonctionner. Or, ces grandes théories, qui ont été donc désignés sous le terme que j'ai évoqué tout à l'heure, ont tenté d'inspirer l'histoire pendant au moins, on peut dire, 2 siècles, en gros, depuis le siècle des Lumières, et jusqu'à ce que l'histoire réelle, en quelque sorte, montre l'échec de ces récits. Aujourd'hui, vous savez très bien que l'idée, par exemple, du progrès est une idée qui peut être battue en brèche, parce qu'on sait très bien que le progrès s'accompagne très souvent d'effets négatifs,
d'effets pervers, comme on dit aussi. Cet espoir, n'est-ce pas, de l'avènement d'une société sans classe est quelque chose qui, aujourd'hui, ne motive plus, je dirais, grand monde, du fait même de l'échec des régimes communistes, par exemple. Et par conséquent, on a là un certain nombre de facteurs qui nous permettent de comprendre que la défaite, il y a aujourd'hui le sentiment d'une impossibilité de transformer la société dans son ensemble, dans le sens de la justice, dans le sens de l'égalité. Il y a eu le désastre des régimes communistes qui ont déconsidéré le projet révolutionnaire. À cela s'est ajouté, depuis la fin des années 70, par exemple, le démantèlement des États-providence aux États-Unis et en Europe, lequel a abouti à la reconstitution d'une classe de très riches, s'enrichissant, par exemple, constitution d'une classe de chômeurs, de pauvres, qui s'appauvrissent, au déclassement d'une classe moyenne dont le destin prévisible est la chute du niveau de vie. Et donc, tout ceci a fait que ce que le philosophe Christian Godin appelle un néo-fatalisme, qui ne peut qu'inciter le citoyen, évidemment, à la passivité et au repli sur la sphère privée de ses petits intérêts personnels. Donc, ces récits ayant laissé en quelque sorte la place, je dirais qu'ils ont peut-être laissé une place vide. C'est-à-dire que ces récits constituaient des grandes croyances collectives, susceptibles de constituer par conséquent un facteur d'unification de la société. Et lorsque ces récits ont disparu, on a assisté à l'avènement du principe démocratique, de l'avènement de la démocratie. Le principe démocratique a été très vite considéré comme donnant la priorité à l'intérêt. Il y a deux choses, au fond, qui jouent. Il y a l'idée de l'intérêt et l'idée d'une certaine forme d'égalité des droits et du plaisir que l'on peut retirer à la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Donc, la société étant devenue, entre guillemets, démocratique, elle n'a cessé de nourrir en son sein quelque chose qui risque d'une certaine façon de la menacer. C'est-à-dire qu'on assiste à une sorte d'effet pervers, si vous voulez, du principe démocratique, qui est que, comme le note le philosophe Pierre Manant, qui est un philosophe spécialisé un peu dans les questions politiques, n'est-ce pas, il dit ceci. Je trouve que cette idée est très juste. Il remonte à l'avènement de la démocratie, évidemment, c'est Athènes, comme chacun sait. Et la démocratie athénienne, dit-il, a représenté une libération décisive des hommes qui ont découvert qu'ils pouvaient se gouverner eux-mêmes. C'est pas le principe fondamental de la démocratie. Il suffit de se référer à l'étymologie du mot démocratie, c'est-à-dire le démos, c'est le peuple, et kratos, c'est le pouvoir, donc c'est le pouvoir du peuple, la démocratie. Alors ce sont les Grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en gros, enfin un petit peu avant, mais qui mettent sur pied ce nouveau système de gouvernement. Alors il dit, au fond, cette démocratie, elle a représenté une libération décisive des hommes qui ont découvert qu'ils pouvaient se gouverner eux-mêmes. Cette première libération, et c'est ce qu'il ajoute tout de suite après qui est intéressant, il dit « Cette première libération a ouvert la possibilité et suscité le désir d'une autre libération, plus radicale encore, le désir non plus seulement d'être libre dans la cité, mais encore d'être libre de la cité. » Il joue un peu avec les mots, il souligne « dans » et « de ». Ou, dans le langage d'aujourd'hui, d'être libre de la société. Et ça, je trouve, c'est une idée très juste, voyez-vous. C'est-à-dire l'idée que, finalement, la démocratie, pourrait-on dire, a nourri le ver est dans le fruit, si je puis dire, elle a nourri dans son sein ce qui risquait de la menacer, c'est-à-dire que la démocratie étant le pouvoir, l'auto-gouvernement du peuple par lui-même, Cornelius Castoriadis parle de l'auto-institution de la société, mais cette auto-institution, évidemment, présente un risque majeur, qui est qu'il y a le sentiment pour chaque citoyen d'une liberté, d'une capacité de faire ce qui lui plaît. Autrement dit, il y a une sorte de tendance native, si je puis dire, de la démocratie, qui est de nourrir, n'est-ce pas, au sein d'elle-même quelque chose qui peut la menacer. Marcel Gauchet, qui est un autre philosophe très spécialisé aussi dans les questions politiques, a écrit un livre qui s'appelle « La démocratie contre elle-même ». Et dans cet ouvrage, « La démocratie contre elle-même », le titre est programmatique, n'est-ce pas? Il montre bien que
il y a dans la démocratie tout ce qui peut justement finir par lui nuire. Et ce phénomène, pour beaucoup de philosophes politiques ou politologues, ce phénomène a été accentué par l'avènement de ce qu'on appelle le libéralisme, évidemment au sens très large du terme, qui n'aurait fait, selon certains, qu'accentuer encore cette tendance première, cette tendance native. Un autre philosophe, Gilles Lipovetsky, écrit dans un ouvrage qui est consacré justement à cette idée que dans le libéralisme, chacun peut vraiment faire ce qui lui plaît en fonction de son intérêt personnel, privé, sans véritable, comment dirais-je, considération d'un intérêt commun. C'est toute la question, au fond, de l'intérêt général et de l'intérêt particulier. Vous savez, dans son contrat social, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, déjà insiste beaucoup là-dessus. Il dit le contrat social, c'est un certain nombre de volontés particulières qui s'associent, l'idée d'un contrat, un pacte social, et on s'associe, mais on s'associe pour quoi faire ? Pour vivre ensemble, bien entendu, pour se respecter mutuellement, mais ça implique aussi que chacune de ces volontés particulières considère qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de chacune de ces volontés particulières. Et c'est la volonté, ce qu'il appelle la volonté générale. Autrement dit, c'est l'idée qu'il y a un intérêt général. Et que chacun, en tant que citoyen, doit accepter le principe fondamental qui est que l'on fait passer l'intérêt général avant la satisfaction, bien entendu, de l'intérêt particulier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rousseau, de façon très subtile, dit la volonté générale, ça n'est pas une simple addition des volontés particulières. Ça n'est pas une simple somme. C'est-à-dire que si vous mettez des volontés particulières les unes à côté des autres, si vous les juxtaposez, vous les posez à côté, eh bien vous ne ferez pas une société avec ça et vous ne dégagerez aucune volonté générale à partir de cette simple addition. Autrement dit, il faut que chacun accepte de faire une sorte de sacrifice qui est de considérer que ce n'est pas son intérêt privé qui est prioritaire, qui est le plus important, mais qu'il y a quelque chose qui est plus important que l'intérêt privé. Et alors ça, évidemment, c'est très bien, mais vous comprenez que c'est très difficile à tenir, bien sûr, parce qu'il y a la psychologie humaine, si je puis dire, qui fait que c'est très difficile d'accepter que mon intérêt particulier soit pas forcément toujours satisfait, par exemple, au profit d'un intérêt général. Par conséquent, ce philosophe que j'ai cité, Lipovetsky, dit « C'est ainsi que les démocraties libérales sont témoins d'un large courant de dépolitisation. La privatisation extrême a remplacé la politisation extrême. Dans ce nouveau contexte, il n'est plus question de vivre pour la nation ou la révolution prolétarienne. » Il prend l'exemple de l'idéal communiste, par exemple, des militants, etc. « Rien ne compte davantage, dit-il, que de s'accomplir, jouir des choses que l'on aime, réussir sa vie professionnelle et intime. » C'est-à-dire qu'il met évidemment là ici le doigt sur un point très important qui est la substitution progressive, mais de plus en plus importante, de l'intérêt privé, de la satisfaction d'un intérêt privé au détriment, bien entendu, d'un intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui est constitutif, si vous voulez, de la démocratie et qui a été accentué, d'après ce philosophe, par le libéralisme. Autrement dit, on pourrait considérer que ce qui se trouve ainsi sacrifié et peut-être abandonné, pour ainsi dire oublié aujourd'hui, par la conscience collective, n'est autre que l'idée d'un bien commun, par exemple. Or, le bien commun, c'est l'intérêt général, bien sûr, mais ça n'est pas, comme je viens de le rappeler en parlant de Rousseau, une simple addition des intérêts particuliers. Si vous mettez les intérêts particuliers les uns côté des autres, il risque au contraire, il risque d'y avoir une espèce de collision, n'est-ce pas ? Il va y avoir un antagonisme. Autrement dit, dans bien commun, le mot qui compte, c'est commun. Le bien commun, c'est un bien dont chacun est appelé à bénéficier, mais qui ne peut faire l'objet d'aucun partage, d'une certaine façon, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on n'en jouit que parce qu'il est la chose de tous. La politique, donc, c'est le royaume du commun. Et c'est la raison pour laquelle le libéralisme, selon un certain nombre de philosophes, le libéralisme est négateur, finalement, du politique, puisqu'il ne connaît que des intérêts particuliers, ce libéralisme, et il assigne pour seule mission à l'État de garantir des droits individuels. Et ça, c'est une idée importante, n'est-ce pas, sur laquelle il faudrait passer un certain temps, mais on voit bien qu'il y a une évolution du sens de l'État, n'est-ce pas, qui est de plus en plus représentatif, mais représentatif au sens où on lui demande, en tout cas c'est quelque chose qui vient des citoyens, on demande de plus en plus à l'État de représenter quoi, au fond ? Est-ce que c'est représenter le peuple ? Est-ce que c'est garantir l'intérêt général ou le bien commun ? Pas nécessairement. C'est de représenter un certain nombre d'intérêts particuliers en fonction des demandes qui remontent, si je puis dire, de la société civile et qui viennent des citoyens. Chacune voulant voir reconnu
sa particularité subjective dans tout un tas de domaines. Et c'est d'ailleurs la raison qui explique, comme chacun ou chacune d'entre vous peut le constater régulièrement, que nous vivons dans une société, par exemple, qui est de plus en plus procédurière, où il y a de plus en plus de revendications, d'exigences même, de reconnaissance de chacun dans sa particularité subjective, à tous les niveaux, hein, dans tout un tas, dans tous les secteurs de sa vie, y compris de sa vie privée, etc. Et on demande à l'État de reconnaître et de garantir tout cela. Mais vous voyez bien que là, il y a une difficulté fondamentale, parce que l'État ne peut pas reconnaître tout et n'importe quoi, y compris lorsqu'il s'agit d'exigences de reconnaissance qui sont parfois contradictoires les unes avec les autres. Tout ça parce qu'encore une fois, cette idée du bien commun ou de l'intérêt général a été plus ou moins mise entre parenthèses. Donc on va vers une revendication égoïste et mesquine du petit bonheur individuel au nom d'une sacro-sainte liberté et au prix évidemment au prix d'un contresens sur la signification du concept de liberté, parce que la liberté ne veut pas dire qu'on peut faire ce que l'on a envie de faire. Et tout ceci, pour revenir à mon sujet, tombe en contradiction avec l'idée même d'engagement. Autrement dit, aujourd'hui, une des valeurs fondamentales du principe démocratique, qui est la liberté, peut se révéler contradictoire, c'est une hypothèse qu'on peut faire, peut se révéler contradictoire avec l'idée même d'engagement. Du moins, d'engagement individuel au service de la collectivité. Au point qu'on puisse même peut-être parler du caractère antipolitique de la revendication moderne de la liberté individuelle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'engagement n'a de sens d'abord que pour un être libre. Seul un être libre peut s'engager. Si vous n'êtes pas libre, l'idée d'engagement n'a pas de sens. Seul un être libre peut choisir son type d'engagement. Mais il n'est pas moins vrai, à l'inverse, que tout engagement n'est pas seulement l'expression de ma liberté, mais tout engagement est également une certaine restriction de ma liberté. Autrement dit, quand vous vous engagez, d'abord ça implique que vous consentez à quelque chose, ça implique que vous vous engagez au nom d'un certain nombre de valeurs, mais ça veut dire aussi que s'engager, c'est entrer dans une sorte de promesse qui engage l'avenir, par définition. Hein. S'engager, c'est une projection sur l'avenir. Je m'engage aujourd'hui, mais ça implique que je m'engage aujourd'hui à faire ou à être, etc., quelque chose demain, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que j'hypothèque en quelque sorte l'avenir, d'une part. Et cet engagement, une fois que vous l'avez contracté, eh bien, sa condition, c'est que vous êtes, vous êtes contraint en quelque sorte dans votre liberté. Vous ne pouvez plus faire tout et n'importe quoi. Et donc on peut se demander jusqu'à quel point, aujourd'hui, ce qui est fondamentalement la teneur de sens du concept d'engagement n'est pas quelque chose qui est de moins en moins accepté, si je puis dire, par les gens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qui fait peur à quelqu'un qui ne veut pas hypothéquer en quelque sorte son avenir. Et vous voyez bien que là encore, le principe démocratique ou le principe de la société libérale que j'ai évoqué tout à l'heure va peut-être en effet à l'encontre de cette idée que je me sens obligé en quelque sorte. Il y a l'idée d'obligation. Mais se sentir obligé, ça veut dire s'engager à tenir précisément, à être fidèle à son obligation, à la respecter. Donc il y a là quelque chose qui pose problème. Autrement dit, le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Pierre Manant, dit ceci à propos de la contrainte que représente toute espèce d'engagement, n'est-ce pas, d'une sorte paradoxale diminution de ma liberté. C'est-à-dire que c'est grâce à ma liberté que je me suis engagé, mais le fait de m'engager va contraindre ma liberté. Vous voyez, il y a une espèce d'aller-retour. Il dit ceci: je rappelle seulement le dilemme devant lequel se trouve notre liberté. Ou bien j'entre dans une communauté, une association, une relation, un lien, je me transforme en partie d'un tout, je me naturalise en quelque sorte, je m'incorpore et je perds ma liberté. Ou bien je me refuse à toute association, à toute relation, à tout lien, et je n'exerce pas ma liberté, évidemment. Donc il ajoute, l'idée même que nous nous faisons de notre liberté et de notre individualité nous place ainsi devant un dilemme tendanciellement paralysant. C'est-à-dire, nous ne savons plus quoi faire. Donc, si vous voulez, il y a une réticence à aliéner sa liberté par l'adhésion à une appartenance, quelle qu'elle soit. Et le fait que l'homme démocratique soit particulièrement hostile à l'ordre politique en tant que tel, dans la mesure où celui-ci, cet ordre politique, entrave l'immédiateté des expériences, l'immédiateté de
les satisfactions que je peux revendiquer, voire exiger ou attendre. Par conséquent, Pierre Manant dit, je crois qu'il a raison, l'ordre démocratique lui-même a quelque chose d'antipolitique, c'est quand même un paradoxe, hein, mais il faut justement réfléchir sur ce paradoxe. Qu'est-ce qu'il signifie? L'ordre démocratique lui-même a quelque chose d'antipolitique, puisqu'il prétend réduire le plus possible la place du politique, justement. Le politique n'est que le représentant et l'instrument des individus, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que pour certains, l'État est là uniquement pour les reconnaître dans leur singularité et pour donner droit à leurs revendications, mais c'est tout. Hein, donc, c'est-à-dire pour donner droit à une revendication qui reste particulière, subjective, singulière, mais qui ne coïncide pas forcément avec l'intérêt général. Eh bien, le politique n'est que le représentant et l'instrument des individus qui font valoir à leur gré leur indépendance. Et d'ailleurs, c'est ce que disait déjà Montesquieu dans son texte sur les Anglais, sur les constitutions anglaises. Il dit, voilà, les Anglais, les citoyens attendaient de l'État qu'ils fassent valoir à leur gré leur indépendance. Alors, on voit bien ici que finalement, on a un schéma très simple qui est le développement de l'individualisme démocratique, pour l'appeler ainsi, en lieu et place du sentiment d'appartenance. Donc, dans les sociétés traditionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure, il y avait une appartenance, il y avait un sentiment d'appartenance. C'était encore le cas, par exemple, des sociétés dites primitives, telles qu'elles ont été étudiées par les anthropologues, comme Lévi-Strauss, par exemple. Bon, où là, je l'ai rappelé tout à l'heure, chacun avait sa place. Hein, c'est-à-dire qu'on appartenait à un groupe, éventuellement à une caste, d'ailleurs, etc. C'est encore le cas de certains pays aujourd'hui, comme vous le savez. Bon, je dis pas que c'était très bien, parce qu'on était évidemment prisonnier, justement, du fait même simplement de sa naissance. On était prisonnier d'un certain groupe, d'un clan, d'une tribu, tout ce qu'on voulait, d'une famille. Bon, mais il y avait un sentiment d'appartenance. Il y avait un système, encore une fois, de valeurs communes sur lesquelles tout le monde s'accordait. Évidemment, tout ceci a disparu. Et le problème, c'est que le vide qui s'est ainsi créé, et qui n'a pas été remplacé par les grands récits émancipateurs que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure, fait que nous avons maintenant affaire à un système dit démocratique, éventuellement démocratie libérale, même si on veut préciser, où, avec la montée d'un individualisme, auquel d'ailleurs la philosophie des Lumières n'est pas étrangère, hein, avec en particulier, par exemple, dans les Lumières, l'idée que la tradition était quelque chose, ou l'ordre aristocratique passé était quelque chose dont il fallait se débarrasser, bien sûr, depuis la Révolution française en particulier. Et donc aujourd'hui, les individus, d'une certaine façon, sont livrés à eux-mêmes, sont isolés, et ont perdu ce sentiment chaleureux, peut-être, de la continuité entre les générations, ou de l'appartenance, encore une fois, à un collectif, à un tout, à l'intérieur duquel je trouvais, malgré tout, ma place et mon identité. Par exemple, Alexis de Tocqueville, dans ses grands textes, n'est-ce pas, sur la démocratie en Amérique, avait vu juste, je crois, lorsqu'il écrivait ceci, je le cite, « L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'il montre bien dans ces textes que la démocratie ramène chaque individu vers lui seul et menace de le renfermer tout entier dans la solitude de son propre cœur, comme dit Tocqueville. Donc l'équation de l'individualisme démocratique est celui-ci. Chaque citoyen se révèle et cherche à s'isoler de la masse de ses semblables, ce qui incite par conséquent chacun à se replier sur lui-même, n'est-ce pas, à créer une espèce de petite société à son usage, si l'on peut dire, abandonnant la grande société à elle-même. Et c'est la raison pour laquelle les sociétés démocratiques risquent de susciter cet isolement, ce repli, ou éventuellement le conformisme de citoyens qui sont soumis à l'individualisme de masse. Et comme le dit le philosophe Dominique Lecourt, il dit « Cet individualisme-là se nourrit d'égoïsme, de compétition et d'indifférence. Il s'épanouit dans le narcissisme. » Voilà. Alors, vous voyez, le paradoxe, c'est que la démocratie nous a permis de recouvrer le pouvoir sur nous-mêmes, mais en même temps, elle nous a renvoyés, en quelque sorte, à nous-mêmes, avec la nécessité d'assumer en quelque sorte son propre destin.
Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce qu'à partir du moment où nous sommes dans un contexte de dissolution généralisée des repères, on pourrait dire que la démocratie, de ce point de vue-là, enfin, elle a été qualifiée ainsi par certains philosophes comme une perte de repères, une perte des repères. Il n'y a plus de repères qui soient valables, en tout cas pour l'ensemble de la collectivité, hein, puisque justement, on a plutôt une insistance sur les individus particuliers. Par conséquent, si on assiste à cette dissolution généralisée des repères traditionnels, on aboutit à une sorte de fragmentation, à une sorte d'atomisation de la société civile, en même temps qu'une fragilisation des identités individuelles, collectives également d'ailleurs, qui est probablement d'ailleurs à l'origine, alors ça c'est encore un autre problème qui demanderait une analyse plus fine, mais probablement à l'origine du sentiment d'inquiétude. Il y a une espèce d'inquiétude aujourd'hui de beaucoup de nos contemporains, et d'ailleurs, on en voit la marque très, très, très forte dans... par exemple, la consommation des anxiolytiques, la consommation des antidépresseurs. Vous savez sans doute que la France est un des pays où on en consomme le plus, etc. Les psychiatres le disent, j'ai lu un certain nombre d'études très intéressantes là-dessus. Il y a un sentiment de désespérance, tout simplement, de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors je ne dis pas que c'est directement lié au phénomène dont on parle. Mais on peut être frappé sans aucun doute par le fait que cette perte de repères, j'allais presque dire existentielle, pour employer un grand mot, est quelque chose qui n'est pas évidemment étranger à une espèce de malaise diffus. Hein. Jean-Pierre Le Goff a aussi écrit un beau livre sur la question du malaise dans la démocratie. Mais ce malaise est à prendre dans tous les sens du terme, je crois. Hein. C'est pas seulement un malaise au sens politique, c'est aussi la difficulté pour beaucoup d'entre nous. Et on voit bien aujourd'hui, nous vivons dans un monde, le moins qu'on puisse dire, qu'il est désenchanté. C'est un monde en crise. Et évidemment, vers quel objectif, vers quel idéal pouvons-nous aller? Quel idéal, quel objectif pouvons-nous proposer aux jeunes générations, à nos enfants, à nos petits-enfants, n'est-ce pas? Quel avenir pouvons-nous leur promettre, si tant est que nous puissions encore promettre quoi que ce soit, d'ailleurs, vu l'évolution du monde et l'accélération de l'histoire? Vous voyez bien, on assiste par conséquent à cette dissolution des repères qui est tout à fait catastrophique par rapport à l'idée d'engagement, parce que l'engagement implique encore une fois un engagement à long terme. Hein, ça implique une hypothèque sur l'avenir. Mais cet avenir, ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, cet avenir est devenu inanticipable en quelque sorte, imprévisible. Hein, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Nous le savons moins que jamais. Et par définition, l'avenir, c'est ce qui n'est pas encore, en effet, mais tout de même, il y a des périodes où on peut relativement bien se projeter, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Et on voit bien qu'à quel point, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène. Hein. Il faudrait ajouter quelque chose qui est le point suivant, l'exigence. Alors, ce que certains philosophes ont appelé l'exigence d'immédiateté. Ça, c'est caractéristique aussi d'une société libérale, démocratique libérale, cette exigence d'immédiateté, c'est-à-dire le fait, c'est aussi Pierre Manant qui utilise cette expression, à savoir le fait qu'il faut systématiquement, enfin que nous avons tendance en tout cas à vouloir voir nos désirs, nos envies, nos besoins, tout ce qu'on voudrait, satisfaits le plus vite possible. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, il faudrait faire, il y aurait une belle analyse à faire philosophique sur la question de l'attente. Nous ne voulons plus attendre, nous ne savons pas attendre, vous savez. Et d'où le succès d'ailleurs des nouvelles technologies où tout vient tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec Monsieur le maire, nous n'allons plus acheter nos livres dans les librairies, mais nous commandons sur Amazon ou je ne sais trop où, parce que le lendemain matin, on a le livre dans la boîte aux lettres et on est très content parce que ça a été très rapide. Grâce à quoi les librairies, évidemment, ferment les unes après les autres. Même si le livre qu'on a dans la boîte aux lettres le matin, on le lit pas tout de suite. Parfois, on va le lire 6 mois après. Mais bon, on est content parce qu'on l'a reçu immédiatement. Et ainsi de suite. Donc, cette exigence d'immédiateté, si vous voulez, c'est quelque chose qui est devenu une revendication fondamentale. Or, alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce que vous nous parlez de l'exigence d'immédiateté? Tout simplement parce qu'on voit bien que c'est parfaitement contradictoire avec l'idée même d'engagement. Hein, si je veux tout de suite, si je suis dans une posture que d'ailleurs un sociologue qui s'appelle François Hartog a appelé le présentisme. Bon, c'est un afro-néologisme, nous sommes d'accord, mais il appelle ça comme ça, le présentisme. Hein. Il faut que tout soit tout de suite au présent. Et donc, comment voulez-vous, dans ces cas-là, vous engager? Comment voulez-vous vous projeter, en quelque sorte, vers l'avenir? Il y a là une espèce de contradiction dans les termes. C'est tout à fait clair.
Bon, alors, il faudrait parler, mais évidemment, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ce que j'avais prévu, parce que, comme d'habitude, je prévois toujours beaucoup trop. Bon, il y a un sociologue très intéressant, pour ceux ou celles d'entre vous que ça intéresse, je donne les noms, n'est-ce pas, Zygmunt Bauman, qui est un sociologue d'origine polonaise, qui a créé un certain nombre de livres remarquables. Et alors, il utilise lui aussi cette curieuse formule. Il dit que nous vivons dans une société liquide. Il utilise la métaphore de la liquidité, du liquide. Ça, alors, au début, quand on lit ça, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, liquide? Une société liquide, ça n'a pas de sens. Enfin, et en fait, il veut montrer justement que nos liens, nos relations sont devenues liquides. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tient, n'est-ce pas? Et donc, là aussi, donc là encore, c'est contradictoire, bien sûr, avec toute espèce de notion d'engagement. Alors, c'est la raison pour laquelle les engagements ne tiennent plus, les promesses ne tiennent plus, les relations, on voit bien, les couples, par exemple, durent de moins en moins longtemps, c'est moins qu'on puisse dire, etc. Et on hésite à s'engager, justement. Il parle aussi de la flexibilité du marché du travail. Bon, ça, ce sont des aspects très complexes qu'il faudrait avoir le temps de développer sur le plan économique. C'est-à-dire que maintenant, vous savez, un jeune aujourd'hui est à peu près sûr qu'il ne fera pas le même métier toute sa vie, par exemple, ce qui est quelque chose qui a changé quand même depuis un certain nombre de générations. On ne va pas forcément vous faire signer un CDD, mais qu'est-ce que c'est? Un CDD, enfin, voilà, quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Et voilà, c'est ça. Bon, et ainsi de suite. Donc, tout ça, il y a tout un tas de... Alors, évidemment, là aussi, bien sûr, ça accroît l'incertitude, ça accroît le désespoir et le fait qu'on ne peut pas avoir une très grande confiance dans l'avenir. Donc, il appelle ça la question de la liquidité, enfin, la liquidité, la société liquide. Alors, il faudrait aussi peut-être tenir compte du fait que il y a eu une telle transformation du monde, alors aussi avec les nouvelles technologies, bien sûr, qui sont très importantes, j'essaierai d'en dire un mot tout à l'heure, les nouvelles technologies, tout ceci a entraîné une telle transformation du monde que le passé comme le futur sont plus ou moins hors de portée de la compréhension, et tout ceci est lié à ce qu'on a appelé, Edgar Morin en a beaucoup parlé, la complexité du réel. C'est-à-dire que c'est un paramètre, je crois, très important, l'idée de complexité. C'est un paramètre à prendre en compte pour la compréhension du phénomène de dépolitisation qui nous intéresse ici et qui tient à la prise de conscience universelle de plus en plus prégnante par un très grand nombre de gens du fait que le réel est tout à fait extraordinairement complexe. Et cette notion de complexité est importante parce que le défi, c'est de la comprendre. Et on voit bien que, par exemple, au niveau sanitaire, prenons des exemples précis, au niveau sanitaire, avec par exemple les crises, les épidémies, pardon, les pandémies, au niveau écologique, au niveau démocratique, au niveau économique, etc., il y a là des phénomènes qui nous dépassent et qui nous dépassent d'autant plus qu'ils sont globalisés, mondialisés. Et ce qui implique par conséquent là, la capacité de comprendre ces phénomènes n'est plus justement l'exigence d'immédiateté que j'évoquais tout à l'heure, mais au contraire une capacité de prendre du recul. On n'est plus dans l'ordre de l'immédiat, mais on est au contraire, par le fait qu'on est enfermé dans l'immédiat, on est dans l'incapacité de comprendre cette complexité du réel. Donc ça demande des outils, ça demande une certaine culture, ça demande d'être parfois spécialiste d'un certain nombre de domaines. Et évidemment, ce n'est pas le cas de la plupart des citoyens. Donc là encore, chez beaucoup de gens, il y a un sentiment de plus en plus répandu, à savoir l'idée que ils ne peuvent pas, ils ne sont pas, comment dirais-je, partie prenante d'un tout qui les dépasse complètement, et dans lequel ils ne savent pas comment s'intégrer. Ils ont le sentiment que ce n'est plus l'homme qui est le sujet agissant de l'histoire, mais que cette histoire se joue à un autre niveau, qui est peut-être le niveau économique, par exemple, avec l'économie mondialisée, etc. Donc, le propre de notre époque, c'est vraiment l'irruption de la complexité dans le paradigme de la modernité, et ce qui, par conséquent, nous empêche d'avoir un savoir total par rapport au monde, par rapport à l'histoire, comme ça a pu être le cas à une certaine époque. Autrement dit, le futur, l'idée même du futur, aujourd'hui, qui a pu être considéré comme porteur de promesses à une certaine époque, aujourd'hui s'inverse en quelque sorte en négativité.
c'est-à-dire que la promesse devient menace. Le futur est quelque chose qui nous fait peut-être plus peur aujourd'hui que de susciter de l'espoir, voyez-vous. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Bien sûr, les connaissances se sont développées de manière incroyable, ça, personne n'en doute, mais incapables en même temps, ces connaissances, bien souvent, de supprimer la souffrance humaine. Et du coup, elles nourrissent la tristesse et ce pessimisme ambiant que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est un peu un paradoxe infernal, c'est-à-dire que la technoscience progresse de manière tout à fait considérable dans la connaissance du réel, mais en même temps, elle nous plonge dans une ignorance tout à fait redoutable, celle qui nous rend incapables de prendre en main notre destin et de faire face justement à nos malheurs et à nos menaces. C'est donc un sentiment général d'incertitude qui a comme conséquence, et c'est là où les choses se gâtent, si je puis dire, que toute vision d'avenir se trouve hypothéquée, et donc tout projet politique d'envergure, toute projection à long terme, qui résulterait donc d'un projet consistant. C'est pourquoi j'ai indiqué tout à l'heure que les références au passé, les références à la tradition, par exemple, c'est quelque chose que nous avons plus ou moins évacué. Alors là aussi, on en a des signes très concrets. Il faudrait, par exemple, regarder ce que devient l'enseignement de l'histoire, par exemple, dans notre système d'enseignement, etc., l'ouverture à un certain nombre d'autres cultures, ainsi de suite. Le fait de rompre, par exemple, avec le passé est quelque chose de tout à fait catastrophique, tout simplement parce que toute société ne peut se réaliser dans le présent et comprendre son présent qu'à la lumière du passé, dont elle est d'une certaine façon la résultante, évidemment, et ne peut se donner un projet politique à long terme et se projeter dans l'avenir qu'à la lumière, justement, de cette compréhension, de cette analyse du passé et de cette tradition. Car nous sommes, d'une certaine façon, que nous le veuillons ou non, nous sommes des héritiers, voyez-vous. Et donc le fait de rompre avec cet héritage qui explique ce que nous sommes est toujours une mauvaise chose. Hein. Mais là encore, bon... Il y a une idéologie, là encore, le principe démocratique, c'est-à-dire que l'homme ayant, l'individu ayant à peu près tous les droits, n'est-ce pas, et très peu de devoirs d'ailleurs, de préférence, eh bien chacun peut se construire et responsable de lui-même sans tellement s'occuper des autres. Et chacun doit... Prenons un exemple très simple, l'idéologie de l'expression, par exemple, de soi dans l'enseignement, à quelque niveau que ce soit, et qui a fait des ravages, par exemple, au niveau de l'école primaire, n'est-ce pas? À un moment donné, on disait aux instituteurs qu'il fallait quand même laisser les enfants s'exprimer, n'est-ce pas? Bon. Et qui donne naissance aujourd'hui à l'idéologie du développement personnel, par exemple. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez vendre, si vous voulez faire de l'argent avec des livres en librairie, il faut écrire un livre sur le développement personnel. Ça marche très bien, n'est-ce pas? Sur l'estime de soi, comment reconstituer l'estime de soi, c'est toutes ces choses-là. Et les gens sont évidemment très, très preneurs parce que, bien sûr, on surfe sur quelque chose que j'ai évoqué, qui est cette espèce de désespérance, c'est pas cette espèce de sentiment diffus de tristesse et de perte des repères. Mais le problème, c'est qu'un enfant, on peut toujours le laisser s'exprimer, mais qu'est-ce qu'il va exprimer, cet enfant? Sinon, le vide abyssal qui l'habite, simplement parce qu'il est un enfant et qu'il est encore un infans, comme disaient les latins, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas, qui ne pense pas, et qui n'a pas encore en lui de quoi exister, en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous le résultat d'un passé, d'une tradition, nous sommes le résultat des excellents professeurs que nous avons eus, hein, et auxquels il faut dire merci, et de ceux qui nous ont tout appris. Mais sinon, que serions-nous, n'est-ce pas? Si on nous avait laissés seuls depuis notre plus jeune âge, nous serions comme l'enfant sauvage de l'Aveyron, n'est-ce pas? C'est-à-dire un être infra-humain, enfin, bon, etc. Bon, je prends cet exemple qui est peut-être caricatural, mais qui est quand même révélateur, si vous voulez, de cette idée que c'est pas très important de se relier justement à cette chaîne, à cette tradition, à ce passé, aux œuvres de la culture et de la culture ancienne, d'une culture classique. Prenons un exemple très simple, qui est l'enseignement du grec et du latin, par exemple, aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'en est-il? Il est en voie d'obsolescence programmée, là où il existe encore. Et bon, c'est quelque chose de catastrophique, puisque la langue française est quand même héritière. À la fois, c'est une langue qui est héritière du latin, et pour une part même du grec d'ailleurs. Et puis, enfin, la langue, c'est fondamental, hein, puisque la langue, c'est ce qui nous permet de penser.
accessoirement. Donc la nécessaire intrication passé-avenir pour le développement de la société est extrêmement important. C'est quelque chose, c'est extrêmement important. Et la société de Marcel Gauchet, que j'ai évoqué tout à l'heure, il dit la société de l'avenir est la société qui, par excellence, s'intéresse au passé. Aucune société ne peut faire l'économie de son inscription dans le temps. Les sociétés modernes ont évidemment besoin d'assumer leur continuité avec le passé et de reconnaître dans le passé une source de valeur. Il y a donc de la tradition en modernité. Une société sans tradition serait sans doute proprement invivable, dit Marcel Gauchet. Il dit une société sans tradition et entre-tiré, il dit une société de la nouveauté pure. Alors là encore, thème extrêmement intéressant, c'est-à-dire dont il faudrait aussi parler longuement, le thème de la nouveauté, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous considérons que ce qui est nouveau est fondamental. C'est-à-dire que même si ce qui est nouveau n'a strictement aucun intérêt, le fait que ce soit nouveau, c'est bien et c'est mieux. C'est aussi une espèce de thème résiduel de cette idée de progrès, n'est-ce pas, qui est que ce qui vient après est toujours mieux que ce qui est venu avant. Ce qui est entre nous, soit dit, stupide. Mais est-ce que quelque chose peut venir après, ça ne veut pas dire que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Par conséquent, il y a l'idée, n'est-ce pas, que la nouveauté est fondamentale. Et donc, les sciences, par exemple, ou évidemment la société de consommation, fait en sorte que sans arrêt, nous soyons confrontés à des nouveautés, à quelque chose de nouveau. Et c'est aussi le cas, par exemple, de l'information, de ce qu'on appelle les news, en bon français. Ça veut dire, effectivement, ce qui est nouveau. Et en réalité, c'est ce qui est actuel. Là encore, on passe son temps à s'intéresser à ce qui est actuel, même si ce qui vient de se produire n'a strictement aucune espèce d'intérêt. Bon, mais simplement, on considère que c'est important parce que ça vient de se produire. Donc, la rupture avec la tradition, c'est aussi quelque chose qui concerne la perte de l'autorité aussi, n'est-ce pas ? Parce que si on se réfère à la notion d'autorité, l'auctoritas, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est renvoyé au Sénat chez les Romains, et c'est l'idée, là encore, que c'était les anciens, les sages qui avaient justement cette autorité. Cette autorité, elle est liée au fait que les gens âgés, c'était le cas là aussi dans les sociétés traditionnelles ou primitives que j'ai évoquées tout à l'heure, ce sont les gens âgés qui savent, parce que c'est eux qui ont vécu quelque chose, c'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui étaient à l'origine de la fondation de la cité, enfin, etc. Voyez-vous ? Donc cette rupture avec le passé est quelque chose qui hypothèque notre compréhension du présent et qui empêche notre projection vers l'avenir. Donc, pour beaucoup aujourd'hui, on voit bien que les anciens ne représentent plus l'autorité, ils n'assurent plus la transition culturelle, de telle sorte que les jeunes générations ont l'idée qu'ils n'ont plus rien à apprendre des gens qui sont un petit peu plus âgés. Ce qui est évidemment tout à fait négatif. On pourrait aussi évoquer l'impuissance des États, toujours à propos de cette idée d'engagement, l'impuissance des États. L'impuissance des États n'est pas seulement... alors, que faut-il entendre par là ? Ça n'est pas seulement l'objet d'un sentiment subjectif, mais ça correspond bien, malheureusement, jusqu'à un certain point, à une réalité objective. C'est-à-dire, il est évident que on a assisté à l'époque de la modernité à une subordination de plus en plus importante du pouvoir politique au pouvoir économique et surtout financier. Et c'est un des traits majeurs de notre époque, en même temps qu'une des grandes causes, probablement, du dépérissement du politique. Très probablement. C'est-à-dire que l'idéologie libérale, pour laquelle le lien social se réduit exclusivement au contrat juridique et à l'échange marchand, cette idéologie libérale a toujours milité pour cette subordination du politique à l'économique, au motif que la souveraineté politique, si on la maintenait, si elle était trop forte, cette souveraineté politique, eh bien, au fond, elle empêcherait les mécanismes de régulation spontanée. On pourrait penser à la fameuse main invisible du marché. Elle empêcherait les mécanismes de régulation spontanée du marché de produire pleinement leurs effets. Donc, on voit bien que là encore, là aussi, un autre exemple donc, de la manière dont un certain type d'idéologie libérale va à l'encontre, là encore, de cette idée d'engagement politique et j'allais dire de conception presque sacerdotale, en quelque sorte, de l'engagement dans une fonction politique. La politique, le pouvoir est de moins en moins souverain, en quelque sorte, il perd de plus en plus de poids. Il en résulte dans l'opinion un sentiment général d'impuissance
aussi bien d'ailleurs individuelle que collective, mais surtout le sentiment désespérant, il faut bien le dire, d'une incapacité des pouvoirs publics aussi à changer les choses. Et ça explique aussi ce qu'on évoquait tout à fait en commençant tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les gens vont de moins en moins voter, les gens ne croient plus... la confiance dans la classe politique, par exemple, c'est considérablement érodé. Personne ne peut le nier, malheureusement. C'est pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, si vous faites un sondage, il y a relativement peu de gens qui vous disent qu'ils ont une confiance aveugle dans les hommes politiques qui sont censés les représenter, qui sont à quelque niveau que ce soit d'ailleurs dans l'État. Et puis aussi ce sentiment donc ils ne peuvent pas changer les choses parce que c'est pas eux qui ont les clés, du fait même de la subordination du politique à l'économique que j'ai indiqué à l'instant. Donc on a une sorte, ça entraîne au fond une réaction d'inhibition politique. Qui estime qui est lié à la conscience accrue chez les citoyens de l'impuissance des États à peser sur les affaires de la cité et sur son évolution. Et du fait aussi, bien sûr, que cet État, il est forcément inséré dans un ensemble plus vaste, qui est la mondialisation, la globalisation, et où on a le sentiment que c'est pas un État seul qui peut forcément, évidemment, s'en sortir ou faire sécession. On voit bien ce qui se passe, par exemple, avec le Brexit. Les Anglais en savent quelque chose. Donc, il y a un phénomène d'inhibition politique qui est le produit au moins de deux causes majeures. L'individualisation des intérêts, des projets, des activités, et puis de l'autre côté, l'affaiblissement des pouvoirs de l'État-nation. Les États souverains actuels ne peuvent quasiment rien faire pour endiguer les pressions du capital, par exemple, de la finance et du commerce globalisé. Cet affaiblissement du pouvoir de l'État, il y a un autre symptôme, se traduit autrement, mais j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, donc je ne vais pas trop y revenir, se traduit par le fait que le sens, j'allais dire, de l'État dans sa relation avec la société civile a changé profondément. C'est-à-dire que l'État se vide de plus en plus de sa substance normative qu'il devait à l'ambition qui était incarnée en lui et à la foi, en quelque sorte, que les citoyens pouvaient avoir en lui. Il cesse de faire figure, il ne fait plus figure d'instance de surplomb, de moins en moins, disons, de lieu à part, au-dessus des citoyens et de nature à déterminer l'existence collective. L'État devient, pour de bon, représentatif. Bon. Mais représentatif dans quel sens? Si on entend par là qu'il tente à se transformer en espace de représentation de la société civile, sans plus de supériorité hiérarchique, c'est pourquoi je disais qu'il perd sa valeur, sa dimension normative, sans plus de supériorité hiérarchique vis-à-vis de la société civile, ni même peut-être parfois, malheureusement, d'entraînement historique. N'est-ce pas? Est-ce que l'État est encore un modèle pour les citoyens? Est-ce qu'il est encore capable de proposer un projet politique global? Est-ce qu'il peut encore donner envie, n'est-ce pas, aux citoyens, justement, de participer à la vie collective? Est-ce qu'il y a un projet politique sur le long terme? Est-ce qu'il y a un système de valeurs, etc. Voilà autant de questions qui restent sans réponse. Qui évidemment désespère, si je puis dire, le plus grand nombre. La légitimité de l'État aujourd'hui n'est plus faite que de quoi, au fond, que de la représentation de la société civile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire répercussion qu'il assure, qu'il promet en quelque sorte aux réquisitions qui lui sont faites, aux interrogations, aux difficultés de la vie commune. Mais difficultés de la vie commune des individus, pas quelquefois dans leur particularité. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, très vite, n'est-ce pas? Chacun veut se voir reconnu, en quelque sorte, dans sa subjectivité, dans sa particularité par l'État, dans le cadre de sa singularité. On peut, par exemple, les minorités sexuelles, par exemple, etc., on pourrait prendre de très très nombreux exemples, n'est-ce pas, veulent que ce soit quelque chose qui soit inscrit, si j'allais presque dire, dans le marbre de la Constitution. Évidemment, j'exagère, mais vous voyez, l'idée qu'il y a un désir de reconnaissance et de légitimation. Le problème, c'est que si vous avez là quelque chose qui va introduire un facteur de dissolution, d'une certaine façon, de la société. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc, le sens de relation entre l'État et la société civile a fondamentalement changé, je crois, et la priorité est donnée aujourd'hui à la société civile, au fond, sur l'État.
Et en ce sens que l'État a de plus en plus pour vocation, c'est ce qu'on attend de lui, de représenter, mais j'allais dire dans le mauvais sens du terme, la société civile, c'est-à-dire la garantir dans l'ensemble de ses prérogatives. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'existe plus aujourd'hui de projet collectif, au sens politique, qui puisse encore trouver droit de cité aux yeux de la plupart de nos concitoyens. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a un déplacement de l'attention apportée par les États et l'ensemble des instances politiques à l'intérêt individuel sans prise en compte de l'intérêt commun, de la chose publique et de la proposition universaliste. Puisque ce qui devient fondamental aujourd'hui, c'est le principe du bien-être individuel. Monsieur le maire, vous me direz jusqu'à quel point je peux disserter, parce que... Non, mais c'est très intéressant. Ce qui me frappe, c'est que vous avez encore beaucoup de feuillets. Oui, mais ça, il faut pas en tenir compte. C'est cool, là. Je ne sais pas, dites-nous, peut-être encore une dizaine de minutes. Bon, si vous... C'est pour qu'il y ait du temps d'échange, surtout. Bon, très bien. Donc vous m'autorisez à parler encore 10 minutes. Bon, très bien. Non, mais effectivement, je prévois toujours beaucoup trop, mais comme je travaille beaucoup, ça donne du résultat. Bon, enfin, bref. Attendez, je vais essayer de réfléchir à ce qui me paraît vraiment très important. Même si, par définition, ce que je dis est forcément très important. Oui, on pourrait aussi parler de la montée du facteur juridique. C'est pas, nous nous acheminons tout doucement. Voilà, la judiciarisation de la société. Merci. Un petit peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus procédurière. Il y a de plus en plus, effectivement, de procès, de choses comme ça, et donc de désir de légitimation par le droit. Par la reconnaissance juridique d'un nombre, là encore, de revendications, très souvent particulières d'ailleurs, de plus en plus importants. Or, il y a là une difficulté aussi, parce que cette montée en puissance, si vous voulez, de la régulation purement juridique, d'abord, je pense que c'est un symptôme, c'est-à-dire que ça intervient parce qu'il y a autre chose, il y a quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas, qui n'est pas là, et qui devrait se substituer, au contraire, à cette régulation juridique. Si on a à ce point besoin de ça, c'est parce qu'il y a un maillon qui manque dans la chaîne. Mais pour aller tout de suite à l'essentiel, le problème, c'est que cette évolution entraîne une difficulté qui, elle, est d'ordre même, je dirais, juridique, mais aussi politique, du fait même de l'insuffisance du juridique. Parce qu'on ne peut pas régler une société uniquement, justement, par le biais du juridique. Ce que dit d'ailleurs Paul Thibault dans un excellent article qui s'appelle « Citoyenneté et engagement moral », et Paul Thibault disait ceci: « Il est impossible de concevoir une société qui ne serait régulée que par le droit. » C'est évident. La règle de non-nuisance ne saurait suffire à réduire tous les dysfonctionnements que comporte nécessairement une société où chacun peut en principe agir à sa guise et selon son intérêt. Donc vous voyez, l'idée forte, c'est qu'on ne peut pas régler une société uniquement par le biais du juridique. Et donc il ajoute: il apparaît déraisonnable d'imaginer une citoyenneté sans implication civique. Ben oui, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen si on ne s'implique pas de manière civique, en effet, dans la cité? C'est pourtant ce dont nous rêvons, ajoute Paul Thibault, quand nous considérons la société du seul point de vue de l'individu porteur de droits, de plus en plus nombreux, de mieux en mieux définis et garantis. Ces droits sont imaginés comme directement, il ajoute entre parenthèses magiquement opératoires, pourvu du moins qu'il y ait des tribunaux ayant autorité et indépendance. Ça, c'est le petit coup de patte à la fin sur le problème aussi de l'autorité et de l'indépendance des tribunaux. Mais vous voyez bien qu'il y a là effectivement un problème. On voit bien qu'il manque quelque chose de fondamental pour nourrir, irriguer en quelque sorte un projet collectif et quelque chose qui pourrait donner sens à notre société. Donc, le problème posé par cette évolution, c'est que, là encore, je vais citer le philosophe américain Charles Taylor, qui dit ceci: un subjectivisme total. Alors il parle de subjectivisme total parce que c'est pour lui un mot qui permet justement de résumer un petit peu tout ça, c'est-à-dire le fait que nous sommes des subjectivités, mais des subjectivités, comment dire, de plus en plus subjectives et de moins en moins collectives, enfin qui ont de moins en moins envie justement de participer au destin collectif, n'est-ce pas? Alors il parle d'un subjectivisme, c'est un mot évidemment très fort. Il dit: ce subjectivisme total est parfaitement conséquent tant vers le vide
tend vers le vide. Aucun accomplissement, dit-il, n'aurait de valeur dans un monde où littéralement rien n'aurait d'importance que l'accomplissement personnel. Je parlais tout à l'heure du développement personnel, c'est caricatural. On en est là aujourd'hui, n'est-ce pas? Et quand on fait l'apologie, justement, les livres qui font l'apologie du développement personnel, vous remarquerez qu'on parle de développement personnel. On ne vous dit pas si ce ne serait pas meilleur de se développer, bien sûr, personnellement, mais aussi grâce à un investissement collectif dans un certain nombre d'institutions, d'associations, de tout ce que vous voudrez. Et donc, il montre bien qu'il y a là quelque chose qui est un facteur finalement paralysant de l'engagement des individus. Donc, il y a le vivre ensemble est le principe. Aucune société ne peut fonctionner correctement si les membres de cette société ne se mettent pas d'accord sur ce qu'on a appelé le vivre ensemble. C'est une idée qui remonte très loin, n'est-ce pas? On a déjà ça chez Aristote, par exemple, l'idée du vivre ensemble dans la politique. Et on ne peut pas considérer que nous avons affaire à une société à partir du moment où nous sommes contentés de mettre des individus les uns à côté des autres. Et chacun tirant la couverture à soi, chacun considérant que la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même, c'est son petit ego, c'est les revendications qui correspondent à sa satisfaction personnelle, à son idiosyncrasie personnelle, etc. Et puis le reste, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Ça ne peut évidemment pas fonctionner comme ça. Le commun est au fondement du politique pour la simple raison qu'il n'y a pas de politique des seuls individus. L'idée même de politique implique l'idée du collectif, implique la collectivité. On ne peut pas faire de politique des seuls individus. Il n'y a de politique qu'en référence au collectif. Si la démocratie donc est en son fond un régime politique, c'est parce qu'elle permet une participation justement de tous les citoyens. Et c'est ça qui est très important, très beau et très fort dans l'idée de démocratie, malgré les griefs que nous lui avons fait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est très important dans la démocratie, c'est en cela qu'elle est le régime politique par excellence, évidemment. Comme chacun sait, on connaît le mot, n'est-ce pas? C'est le meilleur régime à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire qu'elle est ce qui permet une participation de tous les citoyens aux affaires publiques, qui équivaut donc à une même mise en commun. Voilà, c'est cette idée de mise en commun qui est importante. Le bien commun se définit alors comme ce dont chacun peut jouir. Le commun est inappropriable par nature. Le philosophe Alain de Benoît dit « Les biens communs sont des supports du vivre ensemble ». Les biens communs sont des supports du vivre ensemble. Et c'est probablement ces supports qui aujourd'hui nous manquent et qui nous font défaut. Donc, nous sommes confrontés à une société dans laquelle la politique et l'histoire ne sont plus des sources ultimes de sens, n'est-ce pas? Aussi bien la politique que l'histoire, pour les raisons que nous avons vues tout à l'heure. Elles ne sont plus en mesure de fournir des systèmes complets, des systèmes autosuffisants de compréhension et de justification de l'existence. Ça, c'est très important. Nous essayons désespérément, je ne suis pas sûr que nous y parvenons d'ailleurs, à trouver un sens à notre existence dans tout un tas de choses. Parfois d'ailleurs dans la consommation effrénée, par exemple, entre autres, peut-être aussi dans ces fantasmes du développement personnel que j'évoquais à l'instant, etc., enfin tout ce que vous voudrez, mais finalement, jamais, ou très peu, dans des systèmes complets qui ne m'engageraient pas seulement moi en tant qu'individu, mais qui engageraient la société à laquelle j'appartiens, et qui impliqueraient un système de valeurs auquel je crois. Aussi. Alors là encore, est-ce qu'il y a aujourd'hui un système de valeurs qui s'impose à nous, auquel nous puissions croire, sur lequel nous puissions nous rassembler, être d'accord? C'est une question que nous pouvons nous poser. Donc aujourd'hui, aux questions qui engagent les fins ultimes, c'est une formulation que j'emprunte à Marcel Gauchet dans justement un livre qui s'appelle « Un monde désenchanté », point d'interrogation. Très bon livre. Marcel Gauchet dit « Aux questions qui engagent les fins ultimes, les fins au sens de finalité, donc les objectifs, si vous voulez, aux questions qui engagent les fins ultimes, il ne peut y avoir de réponse qu'individuelle. » Et c'est ça le drame aujourd'hui. Aux questions qui engagent les fins ultimes, il ne peut y avoir de réponse qu'individuelle. Nous ne savons plus apporter de réponse collective aux questions qui engagent les fins ultimes. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que les fins ultimes? Ce sont justement les raisons que nous avons de vivre ensemble dans une société qui a une politique qui repose sur un socle commun, comme c'est le cas, comme ça devrait être le cas d'une démocratie. Donc il y a une sorte de... Alors il y a un phénomène, tout à l'heure j'ai parlé de fragmentation, etc. Il y a un phénomène de déliaison, pourrait-on dire, le mot n'est pas très beau, mais de l'individu avec le tout, avec la totalité dans laquelle il vit, dans la société dans laquelle il vit, comme
comme source morale, comme source de sens, comme source de compréhension, et il y a une désidentification de l'individu d'avec ses pareils. Et donc aujourd'hui, tout se passe comme si c'était en lui-même et en lui seul que le sujet, que l'individu pouvait trouver la norme et les fins susceptibles d'orienter son action. Le problème, c'est que l'individu est renvoyé à sa solitude métaphysique, sans même le ciel étoilé au-dessus de lui, comme le pensait Kant. Donc, je vais peut-être conclure en disant que l'effacement des anciens repères, l'écroulement de tous les modèles qui ont pu inspirer les hommes, qui ont pu inspirer l'humanité, je dirais en gros depuis le XVIIIe siècle, depuis la Révolution, depuis les Lumières, etc. En passant bien sûr par le XIXe avec les grands récits émancipateurs que j'ai évoqués, etc. Avec la foi au progrès, le développement des sciences et des techniques, etc. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui ont pu à un moment donné inspirer l'humanité, mais quand je dis l'humanité, ça veut dire le collectif. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. La désagrégation de ces grandes théories, la toute-puissance d'un système de la marchandise, il faudrait aussi évidemment prendre le temps d'en parler, ce système de la marchandise qui donne des moyens d'existence, mais non des raisons de vivre. Je jouerai un peu sur les mots, c'est pas la même chose. Des moyens d'existence, oui, bien sûr, mais peut-être pas des raisons de vivre. C'est pas tout la même chose. Tout ceci fait ressurgir la question cruciale du sens, de la signification, du sens de la présence humaine au monde, du sens de l'existence individuelle et collective. Et bon, je vais terminer là-dessus, parce que sinon je vais être trop long, parce que j'aurais pu parler aussi de ce qu'un philosophe a appelé la pathologie, les pathologies d'une société individualiste. Mais bon, je vous ferai grâce de ceci, d'autant plus que ce serait de nature à sombrer encore un peu plus cette soirée et vous saper un peu plus de morale, évidemment, puisque dans les pathologies de la société individualiste, bon, il fait allusion à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même des choses très inquiétantes. Vous savez que le suicide, par exemple, je crois que c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, après les accidents de la route, quand même. La consommation des anxiolytiques, j'en ai évoqué. Enfin, il faudrait donner la parole à un psychiatre. Il dresserait un tableau encore probablement beaucoup plus sombre que le mien, n'est-ce pas, de l'état psychique et mental de nos concitoyens et de nos contemporains. Bon, et puis justement, probablement parce qu'il n'y a plus de foi collective dans quoi que ce soit, au fond, en fin de compte. C'est assez démoralisant, j'en suis désolé, mais bon.